Une journée typique pour Vladimir Poutine consiste à ordonner plus d'attaques contre l'Ukraine, tandis que celle-ci trouve des moyens inventifs de se défendre contre ses troupes. Mais Vladimir Poutine ne vit pas une journée typique. Plutôt que de superviser l'invasion qu'il a lancée il y a plus de 3 ans et demi, et de tenter de repousser les frappes à longue portée de l'Ukraine sur le territoire russe, Vladimir Poutine fait désormais face à un nouvel ennemi. Mère Nature. Même la nature s'est retournée contre la Russie, puisqu'un puissant séisme vient de secouer jusqu'à son cœur une base clé de sous-marins nucléaires russes. Vers 11h, 25h locales, le 30 juillet, un énorme séisme de magnitude 8,8 a frappé juste au large de la côte est de la Russie, près de la péninsule du Kamtchatka. Selon le Washington Post, les autorités géologiques américaines déclarent que ce séisme pourrait être l'un des 6 plus forts jamais enregistrés. Il a déclenché des tsunamis se propageant sur de grandes distances. Au Japon, près de 2 millions de personnes ont dû évacuer leur domicile suite aux alertes au tsunami, qui ont depuis été rétrogradées. Aux États-Unis, des tsunamis ont touché la côte ouest et menacé Hawaï. Des alertes ont aussi été lancées en Chine, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Chili, Pérou, Mexique et Philippines. Heureusement pour ces nations, les alertes sont en train d'être rétrogradées, car le pire du séisme semble passer. Mais il y a une nation qui a subi de plein fouet la puissance dévastatrice du séisme, la Russie. Plus précisément, le séisme a frappé une zone située à seulement 119 km de Vilyachinsk, une petite ville qui abrite également l'un des atouts les plus importants de l'armée russe, la principale base de sous-marins nucléaires de la flotte du Pacifique. C'est ce qu'affirme le Kiev Post, qui a rapporté le 30 juillet que Vilyachinsk est le seul port de l'Est de la Russie capable de permettre le déploiement et l'entretien des sous-marins nucléaires de classe Boraï russe. Ces sous-marins menacent le monde occidental. Ils sont équipés des missiles balistiques intercontinentaux. Russes, missiles balistiques stratégiques, 56 Bulava, ce qui signifie qu'ils constituent un élément clé de la triade nucléaire de Poutine. Le dirigeant russe déploie ses sous-marins pour assurer la dissuasion nucléaire russe dans le Pacifique. Poutine les utilise comme un avertissement aux autres nations, montrant que la Russie possède des navires furtifs capables de les détruire à tout moment. L'avenir des sous-marins est incertain suite aux vagues de tsunamis qui ont frappé leur unique base de déploiement dans le Pacifique. Ce qui rend la base de Vilyachinsk si importante, c'est que sa base sous-marine comprend des quais en eau profonde où les sous-marins russes peuvent être entreposés, mais aussi des équipements de manutention de missiles, des infrastructures de communication et tous les systèmes de soutien nécessaires au fonctionnement de ces sous-marins. La Russie n'a apparemment pas d'autre choix. La base navale russe sur le Pacifique est la seule à disposer d'une combinaison unique d'atouts pour déployer des sous-marins nucléaires. Le séisme du 30 juillet pose un problème considérable pour Poutine. Nous en approfondirons les raisons plus tard. Mais pour l'instant, la question évidente doit être posée. Quelle est l'ampleur des dégâts ? Lors de la création de cette vidéo, moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis le puissant séisme. Cela implique que l'évaluation des dommages subis par les actifs navals russes et la péninsule du Kamtchatka n'en est qu'à ses prémices. Nous commençons à avoir un premier aperçu des dégâts causés par les vagues du tsunami, qui ne font que commencer à se retirer. Le Kiev Post fournit quelques informations de base en notant que des vidéos circulent déjà sur la plateforme de médias sociaux Telegram, montrant certains des dégâts causés. Le port de Petropavlovsk-Kamchatsky aurait été touché, à en croire ces vidéos. Le Kiev Post affirme que si le port a subi des dégâts, il est très probable que la base de sous-marins nucléaires de Vilyachinsk, située plus près de l'épicentre du séisme que Petropavlovsk-Kamchatsky, a probablement subi des dégâts au moins équivalents. Les analystes sur X fournissent également des preuves plus directes de l'ampleur des dégâts causés. Le compte X GeoInsider a partagé 30 secondes d'images de drones du port de Severokurielsk, où pratiquement toute la vidéo montre que le port est complètement inondé. Seuls les toits de certains bâtiments et quais semblent émerger de l'eau, bien qu'il soit impossible de voir l'étendue des dégâts tant que l'eau ne s'est pas retirée. Le compte X Open Source Intelligence Technique partage également des images du même port, filmées depuis le village voisin portant le même nom. L'image montre la première vague du tsunami généré par le séisme, frappant la côte et inondant les bâtiments. Enfin, le même compte X a publié une image plusieurs heures après le partage de la vidéo. Cette image montre les eaux se retirant, révélant des portes endommagées et d'autres structures détériorées. Qu'en est-il de la base de sous-marins nucléaires de Vilyachinsk ? La Russie reste très discrète sur les événements dans cette base vitale. Nous en reparlerons bientôt. Selon le Kiev Post, le ministère russe de la Défense n'a fait aucune déclaration officielle sur le statut opérationnel de la base ou le sort des sous-marins qui y étaient déployés. Cependant,
Aucune victime n'a apparemment été officiellement signalée à Vilyachinsk. Il existe une différence entre la version officielle de la Russie et celle de la plupart des autres pays sur cette question. Il est possible que des personnes soient mortes à Vilyachinsk et que certains sous-marins nucléaires russes aient été détruits. La zone de guerre, The War Zone, a tenté d'approfondir la question. Il souligne que le principal port de sous-marins de Vilyachinsk s'appelle Rybachi, où la Russie garde la majorité de ses sous-marins nucléaires de classe Boraï et Boraïa. Ce sont des sous-marins récents de l'arsenal russe. Comme le prouve le fait que Vladimir Poutine est en train de remplacer les anciens sous-marins de classe Delta de la Russie par ce nouveau modèle. Au moins, un ancien sous-marin de classe Delta, le Ryazan, semblait encore présent sur la base de Rabachi, selon de récentes images satellites, bien que son état opérationnel soit inconnu. Les images satellites nous permettent d'estimer les dégâts potentiels causés par ce séisme à la flotte sous-marine russe. Le 30 juillet, Tatari Gamidix a publié une photo satellite datant de 2 semaines avant le séisme. Elle montre plusieurs sous-marins à la base de Robachi. Le compte X fournit les détails. L'image satellite, prise 2 semaines avant le séisme, révèle 6 sous-marins nucléaires à la base russe proche de Petropavlovsk-Kamtchatski, à un peu plus de 100 km de l'épicentre. La répartition est de 3 sous-marins, classe Oscar, un classe Akula, un classe Boraï et un classe Delta. Il est précisé que la photo est ancienne et que le nombre et la composition des sous-marins à cette base vitale ont pu évoluer entre la prise de vue et le séisme, 2 semaines plus tard. Cependant, certains étaient très probablement encore présents avant le tremblement de terre. Compte tenu de la faible profondeur de la baie d'Avacha, certains sous-marins ont probablement été déplacés vers des eaux plus profondes avant le tsunami, selon Atarogami. Certains sous-marins nucléaires russes ont peut-être été endommagés, mais il est aussi possible que la Russie ait déplacé les plus précieux vers des eaux plus profondes avant l'arrivée du tsunami. Cela aurait pu les protéger du pire de l'impact. Il est aussi possible qu'aucun dommage ne soit survenu à la principale base de sous-marins russes. The Warzone souligne qu'il n'y a actuellement aucun signe clair de dommages venant de Russie. De plus, la géographie de la baie d'Avacha, où se situent ses bases et ports clés, a probablement protégé la base du pire des vagues du tsunami. The Warzone s'est entretenu avec un officier retraité de la marine russe, le capitaine souligné marine sur X, qui a déclaré n'avoir aucune information sur des dommages critiques aux bases navales russes au Kamtchatka. Je pense que tout doit être normal. Ces bases ont été conçues et bâties en tenant compte d'une potentielle attaque nucléaire ennemie. Mais une fois de plus, c'est la Russie. Dissimuler des informations sur des événements nuisant à sa projection de puissance est la spécialité du Kremlin. Selon l'analyste militaire Jason G. Smart, les réactions russes aux catastrophes, comme celle-ci, sont typiques de Poutine. Dans une vidéo YouTube publiée après le séisme, Smart mentionne un incident survenu au début de la première présidence de Poutine en Russie, en 2000. La catastrophe du Koursk, notée par l'Encyclopédia Britannica comme l'une des catastrophes navales les plus graves que la Russie ait jamais connues. L'incident du Koursk s'est produit pendant le week-end du 12 au 13 août. En 2000, lors d'un exercice naval à l'intérieur du cercle arctique, le sous-marin nucléaire Kursk a rencontré un problème qui a entraîné son naufrage au fond de la mer de Barents. Avec les 118 membres d'équipage à bord, tout le monde dans le sous-marin de classe Oscar II est mort dans la catastrophe. Malgré une tentative désespérée de la Russie pour établir un contact radio et accepter l'aide proposée par de nombreux pays, le sauvetage a échoué. Et c'est ce refus d'aide qui inquiète la marine russe en ce moment, comme le souligne Smart. Il a dit que les marins à bord du Kursk frappaient contre les parois, pendant que leurs sous-marins coulaient. La marine américaine entendait les coups contre les parois. Les Américains ont proposé leur aide, mais les Russes et Vladimir Poutine ont refusé. Et chose incroyable, le Kursk a coulé dans une eau moins profonde que la longueur du navire. Selon Smart, l'équipage du sous-marin aurait pu être secouru. Cependant, le refus de Poutine d'accepter de l'aide, potentiellement dans une tentative désespérée de cacher ce qu'il considérait comme un signe de faiblesse russe, révèle la nature du dirigeant de la Russie. Selon Smart, Poutine a refusé l'assistance, reflétant sa personnalité froide. Ce n'est donc pas surprenant actuellement. Il y a un problème important qui affecte la marine russe en Extrême-Orient, dont nous n'entendons absolument rien de la part de Moscou. Concernant l'incident récent à la base de sous-marins nucléaires russes, Smart souligne un point très clair. Poutine a l'habitude de garder le silence et de refuser l'aide lorsque ses équipages de sous-marins sont en difficulté. Ce type de décision a déjà conduit à la mort, possiblement évitable, de 118 marins en 2000. Il est possible que la situation dans la péninsule du Kamtchatka soit bien pire que ce que la Russie laisse entendre. Peut-être au point où le sang-froid de Poutine entre à nouveau en jeu. La Russie pourrait obtenir de l'aide si elle en a besoin. Mais la fierté de Poutine et son refus absolu de laisser croire, même un instant,
que la Russie est en position de faiblesse pourrait empêcher cela de se produire. Selon Smart, le Kremlin reste généralement silencieux lorsque des actifs nucléaires sont touchés d'une façon ou d'une autre. Ils considèrent ces informations comme stratégiquement sensibles. Ils veulent garder secret ce qui se passe pour éviter que quiconque n'exploite leur faiblesse. L'incertitude qui entoure la base dans la baie d'Avacha est voulue par les Russes, ce qui rend très difficile de déterminer l'ampleur des dégâts. À quel point les équipages de sous-marins russes sont en danger, car la Russie ne dit rien. Ce que nous savons, c'est que la Russie vient de recevoir un coup dur de la part de Mère Nature, sous la forme de l'un des tremblements de terre les plus puissants de l'histoire. Et si cela ne suffisait pas, ce coup a été suivi d'un autre coup naturel qui pourrait mettre la Russie à terre. Peu après le séisme de magnitude 8,8 dans la péninsule du Kamtchatka, le volcan Kliouchevskaya Sopka est entré en éruption. RBC Ukraine a rapporté l'incident, notant que le volcan est le plus haut de toute l'Eurasie. Et il est tellement actif que de la lave en fusion a déjà commencé à couler sur son versant ouest. Une lueur est visible au-dessus du volcan, ainsi que des explosions dues aux émissions de lave et de cendres, rapporte le média. Le volcan a déjà émis un nuage de cendres de 300 km dans le ciel et pourrait bientôt en rejeter davantage. Cela aggrave les problèmes de la Russie. Ces cendres pourraient entraver l'envoi rapide d'assistance aérienne vers la péninsule du Kamtchatka, d'autant plus que l'activité volcanique s'est accrue depuis le fort séisme. Des images dans une courte vidéo partagée sur la chaîne Telegram RBC Ukraine montrent certaines de ces nouvelles éruptions en action. Comme pour le séisme, ces éruptions volcaniques font partie d'une situation évolutive. Il ne semble pas que des cendres ou de la lave aient causé des problèmes pour les civils ou pour les localités russes de la péninsule du Kamtchatka pour l'instant. Cependant, il est ardu de prédire l'avenir alors que la Russie gère les conséquences d'un immense séisme. Revenons au séisme et aux tsunamis qui en ont découlé. Imaginons que ces vagues aient endommagé plus sévèrement la base de sous-marins nucléaires russes et d'autres ports du Kamtchatka que ce que le Kremlin admet. Cela nous amène à la question cruciale. Quelles pourraient être les implications futures pour la Russie ? Jason J. Smart souligne que Vilyachinsk est un point de défaillance unique pour la marine russe, comme mentionné précédemment. En d'autres termes, c'est le seul port que la Russie possède en Extrême-Orient, qui dispose des installations nécessaires pour soutenir le noyau de la Russie, pour soutenir les sous-marins nucléaires russes. Smart explique pourquoi c'est un problème aussi énorme. Il dit que si cette base était endommagée par le tremblement de terre ou le tsunami, la flotte pourrait être physiquement incapable de quitter les ports ou d'y revenir. Un point intéressant, des dégâts à cette base cruciale affecteraient grandement la capacité de la Russie à déployer ses sous-marins nucléaires dans le Pacifique. Qu'en est-il des unités de la flotte russe du Pacifique déjà en mer ? Il est possible que certains sous-marins russes se préparaient à retourner au port après leurs opérations. Ils ne seront probablement pas à court de carburant grâce à l'énergie nucléaire, mais pourraient être en mauvais état. Ils pourraient en nécessiter une maintenance, même si ce n'est pas le cas pour l'instant. D'importants dégâts à Vilyachinsk pourraient signifier que ces sous-marins russes ne pourront pas retourner dans un port sûr de sitôt. Les sous-marins devront rester déployés en mer, ce qui pourrait les rendre de plus en plus vulnérables. De plus, Vilyachinsk abritait tous les systèmes de communication et de soutien essentiels aux sous-marins. Selon Smart, des quais endommagés ou des réseaux de suivi sonar hors ligne peuvent bloquer les sous-marins ou les réduire au silence. Certains sous-marins russes du Pacifique seraient déjà inactifs, signifiant qu'ils ne pourraient même pas atteindre Vilyachinsk. Aucune autre base ne pourrait servir d'alternative pour ces sous-marins, peu importe laquelle ils essaieraient d'utiliser. La situation du sous-marin Kursk pourrait déjà nous fournir la réponse. En ce moment même, la Russie pourrait faire face à une catastrophe navale sans précédent, et le monde entier l'ignore totalement. Le Kremlin reste muet sur le sujet, mais des sous-marins échoués pourraient être en train de dépérir dans le Pacifique, coupés de leur base, et sans savoir si la Russie peut envoyer de l'aide, ou même si c'est possible. Nous n'en savons rien, et Poutine reste muet. Si le séisme et les tsunamis ont causé des dégâts à ce point, cela crée aussi des problèmes pour Poutine. La flotte russe du Pacifique est immense, et se compose de plus que de sous-marins, ce qui est stratégiquement important. Comme l'a rapporté United 24 média en avril, la flotte se compose de près de 100 navires de guerre comprenant tout, des sous-marins aux navires d'assaut amphibies. Entre 2023 et 2024, le média indique que la Russie a renforcé sa flotte du Pacifique avec la livraison de 7 nouveaux sous-marins et prévoit d'en envoyer 3 autres à l'avenir. L'objectif de la Russie avec l'expansion de sa flotte du Pacifique est de déstabiliser la région. La Russie observe attentivement le Japon, alors qu'il opère une transformation majeure de sa politique de défense.
Depuis 1945, le Japon a adopté une approche pacifiste de sa défense, privilégiant la diplomatie à la force militaire pour résoudre les conflits. Cette approche a évolué depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le Japon formant de nouveaux partenariats militaires. En 2025, le Japon a adopté un budget de défense record de plus de 55 milliards de dollars pour son armée d'ici fin d'année. L'expansion de la flotte russe du Pacifique était censée menacer le Japon. C'était aussi un outil que Vladimir Poutine pouvait utiliser dans les nombreux conflits territoriaux entre la Russie et le Japon, dans le Pacifique. Selon United, 24, cette flotte aidait la Russie à contrer l'influence américaine dans la région, à menacer l'Arctique et à créer des problèmes à la Corée du Sud. La flotte du Pacifique de Vladimir Poutine pourrait être en difficulté, ce qui signifie qu'il a perdu au moins une partie d'un moyen de dissuasion qu'il utilisait pour garder ses ennemis du Pacifique sous contrôle. Selon Smart, la Chine pourrait aussi poser problème. Et la raison pour laquelle les Russes en devraient vraiment s'inquiéter, c'est que même si ce qui se passe en ce moment à Vyatchinsk n'affecte pas vraiment la guerre en Ukraine, selon Smart, cela a un impact indirect. Les Russes craignent profondément que les Chinois tentent un jour de profiter d'eux. Ce moment pourrait survenir plus tôt que prévu par Poutine si la flotte du Pacifique a été paralysée par un séisme de magnitude 8,8. Le séisme a potentiellement causé des problèmes stratégiques pour la dissuasion nucléaire russe. Selon le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, la Russie possède une triade nucléaire avec une composante navale très importante. Le pays possède 11 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans son arsenal. Nous savons également que, d'après les images satellites, au moins 2 de ces sous-marins, un de la classe Delta et un de la classe Borai, étaient stationnés à la base de Robachi, seulement 2 semaines avant que le tremblement de terre ne frappe. Le sort de ces sous-marins reste inconnu. Malgré l'absence de dommages directs causés par le tsunami, ils pourraient être en péril. Comme mentionné précédemment, le déploiement n'assure pas la protection, le récent séisme ayant pu affecter les systèmes de communication et de soutien russes. D'après le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, les 11 sous-marins lanceurs d'engins balistiques russes peuvent délivrer un total de 624 ogives nucléaires. Si 2 des 11 sont hors service, ils ont peut-être emporté leurs missiles nucléaires. La Russie gardera une force de dissuasion nucléaire en mer puissante, mais pas autant qu'avant si le pire scénario s'est produit. Et c'est sur cette réserve que nous concluons cette vidéo, vu le peu d'informations provenant du Kremlin. Il faudra probablement encore plusieurs jours pour que les images satellites et les vidéos de drones révèlent l'ampleur réelle des dégâts causés par le coup de mer nature contre la Russie. Une chose est sûre, Poutine sera ébranlé, peu importe l'issue. La Russie ne doit pas seulement se soucier de mer nature. La force aérienne de la Russie cause maintenant de sérieux problèmes, une situation inimaginable. La Russie s'est bombardée accidentellement, 100 fois rien qu'en 2025. Apprenez-en davantage dans une autre vidéo, et abonnez-vous à l'émission militaire pour plus de contenu sur la marine russe. Merci de votre fidélité.